Bonjour, nous allons avoir le plaisir de partager une heure en parlant de notre ami et du grand auteur qui était Roland Wagner, que j'imagine vous connaissez, mais à propos duquel je vais quand même situer quelques petites choses globales. Roland Wagner, qui est né en 1960, mais qui nous a quittés il y a juste 10 ans, en 2012, dans un tragique accident, qui est arrivé dans le milieu très très tôt, puisque c'est en 1974 qu'il a participé à sa première convention. Donc si vous faites le calcul, il avait 14 ans quand il est entré dans le milieu de la science-fiction. Pendant toute la période où il a œuvré avec passion dans nos domaines de la science-fiction, il a écrit en tout une 50aine de romans et plus d'une centaine de nouvelles. C'est quand même une grande œuvre. Et je ne vais pas dire grand-chose parce que vous avez là des proches, des amis, des témoins qui souvent ont beaucoup partagé avec Roland. Je vais juste vous dire, est-ce que vous avez déjà vu ce chapeau ? Est-ce que vous savez ce qu'évoque ce chapeau ? Je vais le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas. Parmi les grandes œuvres de Roland Wagner, il y a un cycle qui s'appelle « Les futurs mystères de Paris ». Le personnage principal de ce cycle est un détective privé qui s'appelle Temple sacré de l'aube radieuse, mais que l'on abrège habituellement en Thème, ce qui est un peu plus facile à dire. Et Thème, il a un don particulier qui est précieux quand on est détective, mais qui est en même temps une malédiction. C'est le fait qu'il a la capacité de passer inaperçu. Mais ce n'est même pas quelque chose qu'il fait volontairement. Quand il arrive quelque part, les gens oublient qu'il est là, les gens ne se souviennent pas de lui, les gens, il n'imprime pas la mémoire, il n'arrive pas, il n'attire pas l'attention. Même, même ses papiers, même les traces informatiques qu'il laisse de son passage ont tendance à s'estomper, à passer inaperçus, on ne les remarque pas. Et c'est bien pratique dans certaines circonstances. Il y a des fois où c'est embêtant. Il y a des fois où il a besoin qu'on le remarque. Il y a des fois où il a besoin qu'on lui réponde quand il pose des questions plutôt que de regarder ailleurs parce qu'on a déjà oublié qu'il était là. Et quand il a besoin qu'on le voie, il porte un Borsalino vert fluo dont nous avons fabriqué quelques clones. Et chaque fois que vous en verrez un, vous penserez comme nous à Roland Wagner. Alors pour évoquer la mémoire de Roland, nous avons avec nous Pierre Bordage. Je vais pas faire un grand tour de table. Quentin a déjà fait un tour rapide. Je situe juste, vous savez tous que Pierre Bordage est un grand auteur. Comment ? 1,86 m, d'une ponctualité que nous n'évoquerons pas. Non, mais nous ne voulons pas le savoir. Alors, vous avez à côté de Pierre Yann Olivier, qui travaille aux éditions de La Talente, les éditions qui ont mis en valeur les plus grandes œuvres et une grande partie du travail de Roland. Donc, tu auras des tas de choses intéressantes à nous raconter, Yann. À côté, vous avez Jean-Marc Ligny, qui est un des anciens, je ne peux pas dire un vieux complice, qui, pendant très longtemps, a été frère spirituel de Roland, on peut le dire. Vous avez fait des tas de trucs ensemble, en tout cas, et depuis... Oui, et surtout dans les débuts de Roland. Marcus Leicht, une personnalité lyonnaise. Si vous êtes lyonnais, vous connaissez forcément Marcus, qui est bouquiniste rue d'Algérie, qui tient comment on dit ? Une bouquinerie. Voilà, une caverne d'Ali Baba. C'est très bien, merci Sarah. Dans laquelle vous trouvez plein de science-fiction, bien serré, des trésors. Et à côté de Marcus, vous avez Sarah Doc, qui est autrice, qui est traductrice. Ils portent tous tellement de casquettes que je ne vais pas vous les présenter en détail. Et je vous propose qu'on commence parce que j'ai bien assez parlé. Et avec qui on va commencer ? Eh bien, peut-être qu'on va demander à Jean-Marc de nous raconter l'arrivée de Roland dans le milieu SF. Je crois que tu n'étais pas à la convention de Grenoble en 1974.
Mais tu as dû le rencontrer tôt. Oh non, moi en 74, j'étais encore jeune fan de base aussi. Euh, En fait, moi, ma première vraie rencontre avec la SF, ça a été au Festival de Metz en 77, où je pense qu'il y avait peut-être déjà Roland, certainement. Oui, 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 il était là, bien sûr. Mais moi, Roland, je l'ai rencontré en fait à un pot, enfin un cocktail de Noël, à l'époque où les éditeurs organisaient des pots pour la sortie de certains bouquins. Ça se fait plus trop maintenant. La bonne époque. Où voilà, il arrivait avec son t-shirt psychédélique et son pantalon en fausse panthère ou en déjà rayé rouge et noir, je sais plus. Ouais, ouais, il avait un look qui détonnait quand même dans le milieu, hein. Très, je dirais pas babacool, mais psychédélique en fait. Psychédélique complètement. C'était sa tasse de thé d'ailleurs, hein. Les années 60, le rock psychédélique, les drogues diverses et variées de l'époque et tout ça. Et ouais, puis il a débarqué dans ce cocktail de Noël, un peu comme un lutin, quoi. Et on a tout de suite sympathisé. Je pense que c'est là que j'ai vraiment fait sa connaissance, quoi. On allait fumer des pétards sur le toit. Enfin bon, voilà, on a tout de suite eu un terrain d'entente. Et, euh, et puis, assez vite, enfin non pas si vite en fait, mais au bout d'un moment, on a eu l'idée de faire un truc ensemble. C'était au début des années 90. Je commençais à publier au Fleuve Noir, lui aussi, pas mal. C'était l'époque de Nicole Ibert où on pouvait publier à peu près n'importe quoi au Fleuve Noir. Et si possible, des séries à rallonge, ce qui mettait un peu de beurre dans les épinards, quoi, fidélisait un peu le salariat, on va dire. Et, euh, et puis, donc, il avait déjà entamé ses futurs mystères de Paris, et puis il faisait aussi des trucs euh, assez déglingués au Fleuve Noir, quoi, déjà très psychédéliques. Et, euh, et on s'est dit, tiens, si on écrivait quelque chose ensemble. Et donc, on a commencé, avant d'avoir la moindre idée, par chercher un pseudo euh, pour notre nom de plume, quoi. Et on a trouvé Red Def, tu vois. Bon, évidemment, Ben Andrelan, ça m'étonne pas. Et on est allé soumettre ça à Nicole Ibert en pouffant comme des ados qui viennent de faire une blague. Et en lui disant, on a une super idée et tout. Voilà, on va s'appeler Red Def, on va faire des trucs ensemble. Elle nous a regardé d'un air interloqué, genre, bon, ça y est, ils ont déjà un peu abusé. Et puis elle a dit, bon, bah écoutez, allez-y, si vous voulez, pourquoi pas, je suis curieuse du résultat. Et on a cherché un titre. En fait, on n'avait toujours aucune idée de l'histoire. On a cherché un titre et puis on a trouvé La Cincé Gravito 21, donc pastiche de l'assassin Gravito 21. Et c'était vaguement dans les histoires de Roland où il y avait des cadrans cosmiques, je ne sais plus quoi. Il y avait une série de bouquins comme ça, mais dont j'ai oublié les titres parce qu'il en a fait tellement. Mais bon, c'était des aventures galactiques en tout cas. Et j'ai passé Il n'y 15 avait jours pas chez lui. la psychosphère encore. La Non. psychosphère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y avait déjà la psychosphère, les biopuces et tout ça, quoi. Et les IA. Les IA, les biopuces et la psychosphère, Les exact. Aya. Les AIA, ouais. Les AIA, puis ces fameuses biopuces Vipère et Ganja. Et, euh, donc, j'avais passé 15 jours chez lui à, à préparer cette histoire, quoi, à bosser un peu dessus. Mais bon, c'était les années 90. Au bout de 15 jours, bon, je ne pouvais pas quand même passer 3 mois chez lui, quoi. C'était un peu difficile. J'avais aussi une vie de mon côté, quoi. Donc, je suis retourné chez moi et puis on a continué un peu par courrier, quoi. À l'époque, il n'y avait pas Internet encore, il n'y avait pas la messagerie. Je pense qu'on s'arrêtait maintenant, on n'aurait eu aucun problème pour continuer, quoi. Mais là, ça devenait compliqué parce que fallait attendre, vu qu'on écrivait chacun un chapitre.
Il fallait attendre que l'autre ait écrit le chapitre pour prendre la suite et tout. Et puis ça a traîné, ça a traîné. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoute Roland, je suis parti sur autre chose. Là, si tu veux continuer tout seul, vas-y. Et donc, il a continué tout seul et ça a donné la Cincé Gravito 21 et puis Vipère et Ganja, quoi. 3 bouquins finalement. Et sous le pseudo de Red Dev qu'il a conservé et qui lui allait très bien. Voilà, donc ça a été ma principale aventure avec Roland. Puis après, bon, on s'est vu des centaines de fois. On a partagé moult moments ensemble. Alors, si on revient à l'époque où Roland arrive en 1974 dans une convention européenne de science-fiction et où il rencontre plein de gens, et il commence tout de suite à essayer d'écrire. Il écrit, il a 14 ans, hein, c'est un gamin, mais il écrit beaucoup, et ça l'amuse beaucoup, et ça le passionne. Et il se retrouve avec des tas de manuscrits qu'il envoie aux éditeurs de l'époque, qui trouvent que c'est pas tout à fait au point. Donc en fait, ses premières publications, elles sont plus tard, hein, elles sont en 87. Et ce dont tu nous parles, c'est déjà cette période où Roland commençait à être un écrivain connu et reconnu. Mais il y a eu toute cette période où Roland était déjà actif, entre 1974 et le début des années 90, où Roland Wagner a été très actif dans un domaine que tu connais bien, Marcus, et là je vais me tourner vers toi, c'est la fan édition. Roland a participé à diriger Vopaliac SF pendant une époque, a fait des chroniques dans Fiction, c'était un gros lecteur, a tenu une rubrique dans Casus Belli, magazine du jeu de rôle, a fait des traductions de Perry Rhodan, a publié beaucoup dans la collection de Jimmy Gueux un petit peu plus tard. Tout ça, tu connais très bien. En fait, il a surtout beaucoup travaillé sur... Il a... Donc on fait la partie Jimmy Gueux, il a écrit carrément des romans, donc du space opéra, puisque le fleuve ne pouvait faire écrire que des aventures de Bled et Baker. On n'avait pas le droit d'utiliser l'univers ésotérique de l'auteur. Sur Perry Rhodan, il a fait surtout de la réécriture. C'est-à-dire qu'il a essayé d'unifier les textes des romans, parce qu'il y avait eu plusieurs traducteurs qui s'étaient succédés, et il fallait remettre un peu les trucs dans l'ordre. Et Roland ne s'est pas privé pour rajouter plein de références personnelles. Donc référence à la science-fiction, référence à l'univers de la drogue. C'était parfois genre un vaisseau spatial qui s'appelle Cordwainer Smith. Il a vraiment fait dedans un peu ce qu'il voulait. Et quand il a commencé en fait dans le fandom, très vite, il a lancé une série, Les Chroniques du fandom, dans lequel il a mis en scène tout le milieu parisien, avec un super méchant en face de ce milieu, qui était Brutus Solo, en fait l'écrivain Serge Brussolo, qui était devenu un peu la bête noire, le méchant de service. Et puis après, bon, il a écrit beaucoup de nouvelles dans les fanzines. SFR a publié une première version courte du Serpent d'angoisse, texte qui sera repris dans Nemo par la suite dans une version un peu plus longue. Et c'est un texte qu'il va proposer très souvent au Fleuve Noir. Et chaque fois, il le réécrit complètement. Et il le repropose, et il n'hésite pas à le reproposer jusqu'à ce que Fleuve Noir accepte de le publier. C'était quelqu'un qui réécrivait beaucoup, qui passait énormément de temps sur ses textes, et pas seulement sur les siens. Quand il a commencé à travailler dans l'univers de Jimmy Gueux, ce qu'il a fait, et ça m'a appris beaucoup de choses quand il me l'a raconté. Il a pris un roman de Jimmy Gueux, un space opéra de Jimmy Gueux, et il l'a entièrement recopié.
à la machine à écrire pour s'imprégner du style et pouvoir le reproduire. Ce qui, par exemple, pour moi en tant que traductrice, est une technique extrêmement précieuse. Mais tu peux continuer, Sarah, puisque tu as suivi très près toute l'œuvre de Roland, et que, par exemple, si on commence avec les Fleuves Noirs, les Fleuves Noirs Anticipation, il a commencé par publier là, mais il a continué pendant très longtemps. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de cette partie de son œuvre. C'est la partie la plus noire de son œuvre. C'était vraiment une histoire du futur qu'il voyait de manière terriblement triste. Il avait prévu que l'humanité disparaisse en grande partie avec une épidémie de zona. Et donc Le Serpent d'angoisse et Les Derniers jours de mai et toute cette série-là, et Poupée aux yeux morts, sont des romans extrêmement durs, extrêmement tristes, qui évoquaient une idée de l'avenir très noire, avant de se lancer justement dans Les Futurs Mystères de Paris, où là, il avait décidé de faire du positif, de faire quelque chose qui ne se faisait pas, une utopie. Il avait trouvé le moyen, qu'il avait d'ailleurs mis en scène dans ses premiers romans, de faire une révolution totale de l'humanité avec la collision entre la réalité consensuelle et la psychosphère. Donc, l'inconscient collectif de l'humanité, qui a fait que tout d'un coup, cet inconscient s'est retrouvé dans la réalité consensuelle. On a vu courir des kangourous dans les rues et ça a totalement apaisé l'humanité. Ce qui lui a permis de créer Temple sacré de l'eau radieuse, de créer un univers beaucoup plus positif, beaucoup plus rigolo, où il s'amusait comme un petit fou, avec des personnages exceptionnels, dont par exemple Honoré le cochon, un cochon d'une intelligence remarquable, avec toutes sortes de personnages qui changeaient le cours du monde en luttant justement contre ceux qui voulaient retrouver une humanité plus dure et plus noire. Alors à ce sujet-là, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est une boutade de Roland, mais quand j'étais chez lui, justement, on parlait de ses premiers romans et tout ça, puis je lui disais, t'as carrément changé de style, quoi, entre Le Serpent d'angoisse et puis Les Futurs Mystères de Paris, ou Les Petits Compromis de Clash, ou ce genre de trucs. Et il me disait, ouais, parce que Catherine, elle en a marre que je tue les gens. Catherine, c'était sa copine de l'époque, qui était plutôt zen et assez végétarienne, enfin très... prof de yoga et tout, et plutôt portée vers la sérénité, on va dire. Et il m'a dit, ouais, Catherine en a marre que je tue mes héros, qu'il y ait de la violence dans mes livres, donc je vais faire des trucs plus rigolos cool. maintenant. Alors, bon, je ne sais pas si Catherine lui a vraiment dit ça, je ne l'ai pas entendu elle le dire, mais voilà, c'est ce qu'il m'avait dit en tout cas. C'était son prétexte. Bon, je pense qu'il avait un tas d'autres raisons d'avoir changé de style aussi. Il a dit aussi que c'était la naissance de Natacha, qui avait sa fille donc, où il avait eu envie de lui léguer une œuvre qui soit moins dure et moins triste et qui puisse nous envoler vers un avenir radieux et joyeux. On va revenir sur les romans et sur l'œuvre de Roland, mais moi j'aimerais bien que Pierre nous raconte, puisqu'il a connu Roland longtemps et sans doute assez tôt, qu'est-ce que tu gardes comme image du personnage ? Alors, je suis presque l'inverse de Roland, parce que Roland est arrivé par le fandom à la SF, et moi je suis arrivé de façon totalement aléatoire. Enfin, j'ai pas du tout fait mes preuves dans le fandom avant. Et je suis arrivé en 93 dans l'association. Donc, si Roland est arrivé en 74, ça fait quand même 20 ans d'écart. Et d'ailleurs, Roland, je me souviens de lui quand il me vu m'arriver. Je ne sais plus si Marcus était là quand Lagardère avait organisé son festival dans un parking. C'était à Lyon, ça. C'était à Lyon, ouais.
Et je crois qu'il était là, Roland, non? Parce qu'il y avait à peu près toute la jeune SF. Il y avait, mais j'ai plus de souvenirs de ça. Mais Il y était, moi je me souviens. ouais, ouais. Donc c'est la première fois que je l'ai rencontré, sûrement là, à ce moment-là. Puis c'est vrai que l'image iconique de l'art psychédélique, c'était vraiment Roland, quoi, avec ses cheveux, ses t-shirts et son allure globale. Et Roland me regardait toujours comme une sorte d'ovni. Parce que d'où sort ce mec? D'où vient-il? Je l'ai pas vu, on l'a pas vu arriver. Et lui, qui était un historien quand même de la SF, qui connaissait énormément le mouvement de SF, j'ai l'intrigué, je pense. Et on en a discuté à plusieurs reprises, surtout au festival d'Erstein, où c'était un festival de space opéra. Il y avait Norman Spinrad, il y avait Roland, et il y avait moi, puis il y avait 2 ou 3 autres auteurs, je ne me souviens plus très bien. Et il n'y avait pas de bouquin. Le bouquin n'était pas arrivé. Mais tu étais, Jean-Marc? Le festival foiré. Oui. Foiré par excellence. Et Roland est arrivé avec sa Mercedes, vieille Mercedes, dont il avait pété le pot d'échappement. Il avait mis une canette de coca pour que ça fasse pas trop de bruit. Il est arrivé comme ça, quoi. Il est arrivé au festival comme ça. C'était le festival Galère de A à Z, parce qu'il n'y avait pas de vin, et donc ça Spinrad, il a vraiment supporté qu'il n'y ait pas de vin. Donc voilà, là j'ai pu discuter avec lui, et justement il m'a posé des questions sur mon parcours et tout ça. Et donc moi j'ai lu Roland, j'ai lu certains de ses bouquins, et voilà, on a pu échanger pas mal. Et puis après, un autre souvenir que j'ai de lui, c'est que je suis allé à Cognac. Il habite à Cognac à un moment avec Sylvie, et ils m'ont hébergé. Donc c'est pareil, c'est plus des moments d'intimité. C'est une intimité que j'avais pas énormément avec Roland. Hein. Je jouais souvent. Je trouvais qu'il avait l'œil qui frisait tout le temps, c'est-à-dire qu'il avait toujours une connerie à dire. Mais d'un côté, ça cachait une gravité énorme qu'on a bien vue dans son uchronie sur la guerre d'Algérie, qui s'appelle Rêve de gloire. Voilà, merci. On va en parler. Ouais, et qui est vraiment son aboutissement finalement, et son legs, je pense, à l'humanité. Et il y avait cette espèce, je pressentais le personnage comme quelqu'un d'extrêmement torturé à l'intérieur, qui a connu une violence extrême quand il était petit, je pense, et donc dont il se méfiait énormément. Donc il a essayé de rejeter ça et de donner une image plus positive du monde par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il s'en est tiré par la dérision souvent, par l'humour, mais ça n'empêche pas cette espèce de gravité qu'on pressentait en lui, et qu'on pouvait peut-être aller chercher quand on avait une discussion un peu profonde avec lui. Il faut savoir que Roland est né en 1960 à Bab el-Oued. Sa mère était institutrice, mais son père était un ancien officier de la Wehrmacht qui était devenu légionnaire. Et donc, ils sont rentrés en France en 62. Et les relations de ses parents étaient vraiment d'extrême droite. Et il a grandi dans cette violence-là, avec son père qui était devenu concierge dans une résidence, et qui rencontrait surtout des pieds noirs, et qui avait vraiment des discours très durs. J'aime beaucoup comparer le parcours de Roland avec celui de Dantec. Roland est né dans un milieu d'extrême droite et est devenu anarchiste d'extrême gauche, avec, oui, ce côté extrêmement torturé, justement, et ce besoin de changer le monde et d'en faire quelque chose de beaucoup plus positif. Tandis que Dantec est né dans une famille communiste et s'est tourné de plus en plus à droite dans sa vie. Et je trouve que l'opposition entre ces deux auteurs, qui au départ s'entendaient extrêmement bien et ont fait un certain nombre de choses, puisque Roland a séjourné chez Dantec au Canada, leur parcours est vraiment une opposition totale. Je me permets juste de rebondir. Je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, le parallèle avec Dantec, je ne l'avais jamais fait, mais en plus, il y a la musique qui est très présente chez Dantec comme chez Roland. Et ce que tu dis est fondamental, cette dichotomie entre cette personne drôle, profondément psychédélique, et des textes profondément positifs qu'on peut avoir, et en même temps des discussions d'historiens de la SF. J'aime beaucoup le terme que tu as utilisé, de
très grand connaisseur, très grand érudit. Moi, les premières discussions que j'ai eues avec Roland, c'était effectivement des discussions de plusieurs heures qu'on pouvait avoir, même en arrivant dans le fandom. Si la discussion l'intéressait, on pouvait aller très très loin, et du coup, il était une source sans fin de connaissances sur la SF. Les premières fois que je l'ai rencontré, j'ai eu des interviews très 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 longues avec lui, de 8 à 12 heures, où justement, oui, il me racontait à la fois son travail, ses pensées, sa difficulté de vivre, mais en même temps aussi toute cette histoire de la SF internationale, mais aussi et surtout de la science-fiction française, de son amour de Michel Jury, de son amour des grands auteurs français, et de toute l'histoire des conventions, des rencontres, des fanzines, etc. Il m'a appris énormément de choses là-dessus, et il a nourri mon côté journaliste d'une manière exceptionnelle. C'était quelqu'un, je pense, un veilleur sur la SF, c'est-à-dire qu'il ne me considérait pas comme un auteur de SF. Je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas vraiment un auteur de science-fiction. Et ça, il le pointait systématiquement, parce que moi, j'ai quand même pas mal de fantaisie dans mes bouquins, finalement, même si c'est des œuvres de SF. Et donc ça, il le pointait systématiquement. Il me dit, c'est pas de la SF que tu fais. Et oui, moi, je protestais, mais si, c'est de la SF. Je publie dans des collections de SF, donc c'est bon. Mais non, ça ne suffit pas, quoi. C'est vraiment, il fallait respecter, selon lui, un certain code pour la SF. Et parlons de musique, j'avais un point commun avec lui, c'est que je connaissais le groupe Amondul 2, qui était un groupe allemand de rock progressif. Et c'était un fan total d'Amondul 2. Et c'est un groupe que j'ai énormément écouté quand j'étais lycéen. Moi aussi. Mais quand Pierre et Heyerdahl sont arrivés et ont publié leur premier roman en ayant un énorme succès, le fandom était furieux. Au départ, il les détestait, véritablement, parce qu'ils ne venaient pas du sérail. Ils n'avaient pas... Voilà. Mais au départ, il y avait une espèce de jalousie de la part d'un certain nombre d'autres auteurs qui venaient, eux, du sérail, envers Pierre Bordage et Heyerdahl, qui a été réglé très vite, entre autres par Mandy, qui est intervenu lors d'un dîner pour engueuler tous ces gens en leur disant « Mais est-ce que vous les avez lus? Est-ce que vous avez vu pourquoi ils ont ce succès? Est-ce que vous avez lu leur voix? Est-ce que vous les avez entendus ?» Et ça a été un moment très important, en tout cas pour Heyerdahl. Et je sais qu'ils avaient le même genre de sentiment envers Pierre au tout début, avant de le lire. Mais je crois qu'il y a ce côté, il y avait ce côté esprit de chapelle peut-être dans les années 80 où c'était louche d'avoir du succès parce que voilà, on faisait partie d'un petit milieu où quand on vendait 300 exemplaires, c'était la norme, quoi, pratiquement. Mais il y avait quand même cette idée de venir du sérail qui était effectivement importante. Et il fallait tomber dedans quand on était petit. Et Pierre vient de nous dire qu'il avait jamais eu le prix Ironie Aînée. Je m'en étais jamais rendu compte. C'est stupéfiant, c'est anormal. Mais non, mais je veux dire, pour situer les choses, et ça va bien dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, le prix Rosny Aîné, qui est le prix des lecteurs, c'est quand même le prix du fandom, puisque le deuxième tour a lieu pendant les conventions, qui sont des événements où le fandom se réunit, où il n'y a pas beaucoup d'auteurs professionnels. C'est pas leur monde. Et pour situer les choses, Roland a eu 7 fois le prix Rosny Aîné. C'est lui, parmi tous les auteurs français, qu'il a eu le plus. C'était vraiment la personne la plus aimée au cœur de tout le monde. Je voulais, si vous voulez bien, il y a Yann que je voulais faire parler sur les grands romans de Roland, mais tout le monde aura envie d'en parler, j'imagine. Mais ils ont été publiés à la Talente, donc tu as dû en discuter. Mais avant, si tu permets, Yann, j'aimerais bien, puisque c'est toi qui as lancé la thématique qu'on n'avait pas encore abordée, la musique. Roland et la musique et Brain Damage. Tu connais tout ça, toi? Brain Damage, pas forcément, parce que j'ai jamais pu les voir en concert, moi, hélas. Donc voilà, moi c'est toujours. Je parle moins aussi parce que du coup, vous avez eu la chance d'avoir plus de temps avec Roland, mais étant arrivé plus tard tout simplement par ma plus grande jeunesse, tout simplement.
Et du coup, j'ai jamais pu voir Brain Damage en concert, mais par contre, on a quasiment immédiatement discuté musique avec Roland. La contre-culture que pouvait être la science-fiction était aussi liée à la contre-culture que pouvait être la musique. Je pense que quasiment l'une de nos premières discussions, c'est sur Blue Oyster Cult, et du coup sur Les Derniers Jours de Mai, l'un de ses plus grands livres, qui est au final, son titre vient de Then Came the Last Days of May, du premier album de Blue Oyster Cult. Et du coup, la vision contre-culturelle de la science-fictive se mêlait avec la... Oui, c'est mieux, pardon. Se mêlait avec la contre-culture que pouvaient être les musiques qu'on partageait de cœur. Alors bien sûr, le rock prog, le punk, mais... Roland, en fait, il avait un amour inconditionnel pour le rock garage et psychédélique des années 60. Plus le son était crade et pourri, et plus les mecs jouaient faux, et plus ça lui plaisait. Mais néanmoins, je lui dois une découverte de qui est devenu pour moi le meilleur groupe gothique du monde. Et il n'écoutait pas de rock gothique, Roland. Mais il a écouté ça, Fields of the Nephilim, dans les années 80. Il m'a dit, tiens, ça à toi. Tu peux redire Fields le nom? of the Nephilim. Les chants du Fields of the Nephilim, c'est le meilleur groupe gothique qui existe. Enfin, qui existait, puisqu'il n'existe plus. Et puis, il avait ça en cassette, quoi. Et il me dit, tiens, parce que bon, on avait des conflits musicaux avec Roland. Enfin, des conflits. On avait de grandes discussions. Bon, moi, j'étais assez new wave et tout à l'époque, et tout ça. Puis lui, il était quand même bien dans son style des années 60, quoi. Et puis il me dit, tiens, j'ai découvert ça, ça devrait te plaire. Alors je découvre, je dis, ah ouais, c'est pas mal finalement, ouais. Ouais, d'accord, c'est pas mal. Puis bon, bah, j'achète un album, et puis là, je suis tombé fan, et j'ai acheté tous les albums, et puis j'ai toujours regretté de ne pas les avoir vus en concert. Enfin bref, toi, tu les as vus? Oh, Vénard. Mais j'ai les concerts en vidéo, et c'est juste fabuleux, quoi. Et donc, moi, j'ai vu Brain Damage sur scène, notamment un salon, un festival. Dont Roland était le parolier. Hein, donc Parolier et hurleur en chef. Il y a eu un concert qui s'est fait sur les tables d'une convention. Où Roland, c'était pas sur les tables, mais Roland a fini debout sur les tables à hurler. Parce que oui, il avait une passion pour le rock psychédélique et le rock garage, mais il était avant tout punk. Il se considérait lui-même comme un punk. Il a eu la crête, il a eu tous les éléments de la punkitude. Ces pantalons dont tu parlais, qu'ils soient léopard ou à rayures, venaient directement de l'imagerie punk. Et ça faisait partie de son identité. Il a gardé les t-shirts quand même psychédéliques, souvent. Il y avait les deux en lui. Le haut était psychédélique, le bas était punk. Est-ce qu'on peut revenir sur le travail de l'auteur et sur les grands romans de Roland? Oh bah, moi, j'ai eu la chance d'arriver à la Talente au moment où le travail sur Rêve de gloire commençait à s'achever, puisque c'est un travail de 25 ans. Donc, c'est un travail gigantesque. Il s'agit d'une somme de plus de 800 pages sur la guerre d'Algérie. Enfin, pas sur la guerre d'Algérie, en fait. C'est sur comment l'Algérie aurait pu être autrement. Comment ça aurait pu se faire différemment. C'est une espèce de déclaration d'amour à l'Algérie, et en même temps de peine, et ça parle énormément de la souffrance, de ce d'épée, et en même temps ça parle de rock'n'roll, ça parle de drogue, puisque Woodstock se passe à Biarritz et pas à Woodstock, tout le mouvement hippie et l'histoire du rock'n'roll se passe plutôt en Europe et en Méditerranée. Donc voilà, c'est une somme gigantesque, et surtout avec énormément de narrateurs
dont on sait à aucun moment qui parle, si ce n'est par l'écriture. Et du coup, moi, j'arrive dans le bureau de Mireille, donc Mireille Rivalan, la directrice littéraire de La Talente, avec plusieurs versions du manuscrit de Roland, avec des post-it quasiment à toutes les 2 pages, de couleurs différentes, pour pouvoir se dire, bon, ça c'est telle ligne narrative, ça c'est telle ligne narrative, ça c'est tel narrateur. C'était fabuleux. Voir ça, voir ce travail-là être en cours est absolument sublime. Et c'est une de mes plus grandes joies a été de voir Roland monter sur scène aux Utopiales, recevoir le GPI. À l'époque, c'était le GPI qui était distribué, ou le prix Utopial. Non, le Grand Prix de l'Imaginaire. Non, c'était le prix Utopial. Il a eu le GPI après à Étonnant Voyageur. Donc c'est Utopial 2011 et après c'est Étonnant Voyageur 2012 où il va avoir le GPI. Et oui, non, le voir monter sur scène aux Utopiales, c'est pour ce genre de texte qu'on devient éditeur. C'est un chef-d'œuvre monstrueux. Il faut lire Rêve de gloire. Il faut absolument lire Rêve de gloire. Il me racontait qu'il a passé un temps incommensurable au téléphone avec Mireille pendant la rédaction de ce roman qu'il portait, oui, depuis 25 ans, qu'il portait de son enfance et de ses parents, de ce qu'il aurait voulu avoir comme enfance, et qu'il avait eu besoin pendant très longtemps, pendant toute la rédaction, du soutien de Mireille Rivalan, de sa rassurance, pour pouvoir venir à bout de cette somme extraordinaire qui est peut-être l'un des plus grands romans de science-fiction française jamais écrits. Je crois qu'il avait très peur de s'exposer tel qu'il était finalement, et qu'il a retardé beaucoup le roman parce que il voulait. Enfin, j'ai l'impression qu'il a hésité à aller aussi profondément en lui-même comme ça et à se livrer autant finalement, parce que l'écriture, c'est un tamis très fin qui va chercher très profondément à l'intérieur et qui forcément donne à voir des aspects de l'auteur qu'il n'a pas forcément envie de laisser paraître. Donc, je pense que c'était beaucoup de courage de sa part de faire ce cycle, enfin ce roman-là. À La Talente, il y a eu la réédition des Futurs Mystères de Paris, mais il y a aussi eu plusieurs space opéras. Tout à fait. Le Temps du voyage et le Chant du cosmos. Voilà, et le Chant du cosmos, qui était aussi une de ses grandes œuvres, où il a été plus loin qu'il ne l'avait été dans sa jeunesse, parce qu'il a été plus rigoureux au niveau scientifique, au niveau des possibilités de propulsion et des choses comme ça, mais en gardant une gentillesse immense et une espèce de référence à un autre de ses romans qui est une pure merveille de langue, qui est Cette crédit qui nous ronge, qui a un lien très profond avec le Chant du cosmos. Alors, sur les Futurs Mystères de Paris, du coup, ça a même été terminé à La Talente. C'est-à-dire que les derniers volumes ont été écrits et, après son départ du fleuve. Et du coup, il a fini les romans à la Talente. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises, à partir de Toons. Mais peut-être que je... Oui, après Toons. Toons, c'est le dernier au fleuve. Très bien. Et mais voilà, j'ai pas beaucoup de mémoire. J'ai ramené ça en étant persuadé que j'avais lu le premier texte de Roland dans une édition de livre et je le retrouvais pas, et du coup c'était Honoré a disparu, et c'est Sarah avec son immense mémoire qui m'a dit mais non, c'est un faux souvenir, puisqu'en fait ça c'est jamais paru comme ça, c'était dans une anthologie, et du coup je fais entièrement confiance à la mémoire de Sarah pour ça. Les rééditions des Futurs Mystères de Paris à La Talente ont bénéficié de suppléments, c'est-à-dire qu'ils ont eu comme prologue les novellas que Roland écrivait pour les anthologies qui, à l'époque, paraissaient annuellement chez De Noël. La première ayant été préfacée et organisée par Serge Lehmann. Et systématiquement, il utilisait ce médium pour écrire des novellas
dans son univers, qui n'était pas spécialement lié à l'histoire des futurs mystères de Paris, mais qui approfondissait certains des personnages. Et dans le champ du cosmos et le temps du voyage, il y a ce rapport aussi, je trouve, à Honoré a disparu, à toutes ces novellas, parce que au final, il y met un amour pour la créature, pour qu'elle soit animale ou monstrueuse. Dans le temps du voyage, c'est des intelligences on mêle les intelligences de chevaux à des vaisseaux, à l'intelligence artificielle des vaisseaux, pour pouvoir conduire l'intégralité du vaisseau dans le vide intersidéral. Et dans le champ du cosmos, c'est une créature qui s'appelle le Maèdre, qui est absolument merveilleuse, et c'est un très très grand roman sur l'éducation, et du coup voir l'enfance et l'autre comme une créature. N'hésitez vraiment pas, le champ du cosmos, c'est un très très beau roman, au point qu'on aimait tellement cette créature que lorsqu'il s'est agi d'avoir une collection une collection jeunesse à la Talente, il était évident qu'elle allait s'appeler le Maèdre. Mais je voulais revenir sur cette crédit qui nous ronge, qui est un travail sur la langue française et son évolution dans le temps, mais qui est en même temps une déclaration d'amour au règne animal et qui explique les prémices de son végétarisme, avec justement l'intelligence animale. C'est un roman extraordinaire qui, je pense, a été réédité chez ActuSF. Et qui... Et que je conseille à tout le monde, qui est moins connu, mais qui, au niveau de la construction linguistique autour de la langue française et au niveau justement de la cruauté envers les animaux et de l'intelligence animale, est une pure merveille. Et pour moi, c'est à partir de la crédille qu'est né le chant du cosmos. Et donc, Roland a été un auteur très prolifique, mais il a une caractéristique assez rare dans l'écriture, entre autres, c'est qu'il est autant à l'aise dans la forme longue que la forme courte. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'auteurs dont on ne peut pas dire c'est plutôt un novelliste ou c'est plutôt un romancier. Lui, il était vraiment les deux. Et il était aussi très à l'aise avec le format intermédiaire de la novella. Donc, vraiment, il s'adaptait à chaque fois ces récits s'adaptaient au format qu'il utilisait et étaient adaptés. Quand un auteur n'est pas à l'aise dans un format, on se dit ces nouvelles auraient mérité d'être plus développées ou ces romans ont des longueurs, on aurait aimé que ce soit plus concentré. Ben lui, non, ça marchait toujours. Il y a un aspect de Roland dont on n'a pas du tout parlé. Je vais me tourner vers Sarah parce qu'elle a milité avec lui, elle a combattu avec lui. Il y a eu l'épisode contre la loi Hadopi. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tout ça et peut-être en même temps, parce que c'est un peu lié, c'est son côté rebelle qui aime raisonner, argumenter, se battre contre le système. Il a été aussi un grand débatteur avec des débats chauds quelquefois. Donc tu as suivi tout ça de très près. Alors il y a ce côté extrêmement militant pour le droit d'auteur. Contre Hadopi d'abord, puis en camarade avec Ayordal et moi contre la loi sur la numérisation des œuvres indisponibles. Il a énormément aidé dans ces combats. Il est monté sur scène. Son texte contre la loi Hadopi a été lu à l'Assemblée nationale, en public, filmé, qui était une de ses grandes fiertés. Et ce dont tu parles, c'est un très très long débat dans un forum sur la science-fiction, sur le besoin profond de Roland de relier la science-fiction à la science et à la réalité, et le désir profond de Serge Lehmann d'y ajouter la métaphysique, ce qui hérissait profondément Roland. Il y a eu une très longue polémique qui a duré des mois et des mois et des années. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'était en même temps une grande douleur et une grande colère pour Roland. Cet épisode a été pour lui quelque chose de très difficile et en même temps
un besoin d'argumenter, un besoin de défendre son idée de la science-fiction et de la science-fiction française, de son histoire, par rapport à un besoin de la part de Serge et des gens qui étaient avec lui, d'y ajouter des dimensions magiques, des dimensions métaphysiques et spirituelles, qui hérissaient totalement Roland, qui lui voulait vraiment l'attacher, alors que la psychosphère est quelque chose de profondément spirituel, alors qu'il a étudié le Bhagavad Gita, il a étudié les religions indiennes, il a étudié le Yiking dans sa passion pour Philippe Cadic, à qui il a d'ailleurs roulé un patin à Metz dans un ascenseur. Il s'est jeté sur lui et il lui a roulé un patin, tellement il l'aimait. Moi, je l'ai croisé aussi dans l'ascenseur Philippe Cadic, mais j'ai pas osé lui rouler. Et donc, il y avait une dimension tout à fait spirituelle dans un certain nombre de ses romans, mais c'était secondaire. C'était quelque chose pour mettre en scène autre chose. Il avait un besoin de réalité et de science, de rigueur dans la science-fiction, qui était refusé par un certain nombre de personnes. Et ça a duré des années de disputes, d'insultes, de longues tirades, avec des camps qui s'opposaient. Ça a été absolument terrible. Et ça, vraiment, quand j'en ai parlé avec Roland lors d'une interview, il y avait à la fois une colère profonde et une douleur. Et son côté écorché vif était profondément blessé. Mais il expliquait cette douleur. Il l'expliquait ou pas? Oui, parce que c'était une blessure. La création de ces camps, de cette opposition, de ce besoin de devoir débattre et de devoir se justifier dans ce qu'il considérait être la réalité de la science-fiction, touchait très fort son côté écorché vif. Oui. Mais c'est difficile de trouver une réalité dans la science-fiction. Enfin, est-ce que la science-fiction a une réalité? Voilà, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ah ouais. Mais c'est quelque chose qu'il avait avait comme débat en fait. Voilà, mais en même temps, c'est ce qu'il avait voulu mettre dès ses premiers romans, un lien entre, c'est-à-dire un regard sur le présent pour raconter l'avenir. Moi, la spiritualité chez lui, je la ssens très forte. Hein. Oui. Très prégnante. Elle est tout le temps là en permanence. Quoi. Tout à fait. Mais en même temps, ce besoin de regarder le présent et de discuter, d'écrire le présent dans un avenir plus ou moins proche. La spiritualité est très, très présente dans de nombreuses œuvres, et pourtant, dans Rêve de gloire, la révélation de la gloire, donc, qui est le nouveau nom du LSD dans son Uchronie, n'est pas des visions mystiques comme dans notre monde, comme la révolution hippie autour des psychédéliques ont pu donner, mais le train de la réalité, quelque chose de matérialiste, très fort. C'est-à-dire que prendre de la gloire, c'est se confronter au fait que, en fait, le monde est absurde, il n'a aucun sens que celui que nous allons lui donner, et il n'est que matière. Et cette ambivalence est assez forte. Et les textes que tu as devant toi sont les textes qui, en fait, racontent exactement la collision entre la réalité consensuelle et l'inconscient collectif. Et pour lui, il avait eu besoin de ça, d'une explication quasiment rationnelle pour arriver à son futur de joyeux. Il ces petites choses que tout le monde a envie de voir. C'était vraiment... Il a eu besoin de créer une rupture dans le réel pour arriver dans un monde différent. Ça me fait penser à ces astrophysiciens qui rêvent de réunir le monde, le macro-monde et le micro-monde. C'était la physique quantique et la physique classique, et que c'est carrément impossible, quoi. C'est un vieux rêve, le rêve d'Einstein, qui n'a jamais été réalisé. Et vouloir séparer spiritualité et rationalité, ça me paraît carrément impossible aussi. Et je pense qu'il y a les deux en permanence dans quelque chose, et on va plutôt dans le yin, plutôt dans le yang, dans l'un ou dans l'autre. Mais c'est des réalités
qui se juxtaposent, qui ne s'excluent pas, enfin, à mon avis. Je suis d'accord avec toi, mais je crois aussi que la posture de Roland dans ce long débat était aussi une idée de sa place dans le milieu, de sa place dans la littérature de science-fiction française, qui lui était en quelque sorte arrachée par un camp qui s'opposait. Et je crois qu'il avait besoin d'exister dans ce débat, d'exister en tant qu'auteur, en tant que personne, en tant qu'historien de la science-fiction. Et il avait l'impression qu'on essayait de lui enlever cela avec ce discours-là. J'ai l'impression, enfin, moi, ce que je ressens de Roland, c'est qu'il avait un immense besoin d'amour et de reconnaissance. Donc, ça, c'était très important pour lui. Ouais. C'était une discussion identitaire, à la fois sur l'identité du genre et l'identité de ceux qui le défendaient et qui le portaient. Et ce débat est devenu tellement célèbre dans le milieu qu'on y fait souvent référence en parlant du fil M. Le fil M, c'est le grand thème de métaphysique. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'on pourrait le renouveler. C'est tellement tentant d'avoir des questionnements philosophiques fondateurs. Qui sommes-nous et qu'est-ce qui nous réunit ? On arrive bientôt à la fin de notre heure. On peut discuter de diverses choses. Peut-être que Sarah, tu peux nous dire un petit mot sur un aspect de Roland dont on n'a pas tellement parlé, qui est son rôle d'animateur de collectif d'auteurs, en particulier la fonction de président du prix Verlanger qu'il a tenu pendant un certain temps et dont tu es l'actuelle présidente. Donc voilà, tu veux nous parler de ça ? Roland est devenu président du prix Julien Verlanger lorsqu'Annick Béguin, qui était libraire, c'est Cosmos 2000, c'est ça, a arrêté. Et en fait, il était le dernier à avoir connu Jean-Pierre Taïeb, le veuf de Julia Verlanger, qui a créé le prix et la fondation en lui léguant à la fois son argent personnel et tous les droits de Julia Verlanger. Il est resté président pendant plus de 10 ans et il a animé ce groupe de manière extrêmement agréable et chaleureuse jusqu'au moment où il a décidé d'arrêter. Je crois que c'est d'ailleurs au moment où il était en train d'écrire Rêve de gloire et qu'il n'avait plus le temps de lire. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue présidente. Mais il a eu une relation avec la Fondation de France, il a eu une relation extrêmement sérieuse autour de la science-fiction, autour des auteurs qu'il fallait mettre en valeur, autour d'un désir de mettre en valeur la science-fiction francophone par rapport à le pléthore de science-fiction anglo-saxonne qu'on trouve dans toutes les librairies. Il avait à cœur de défendre les francophones et de les mettre en valeur. Il nous reste que 4-5 minutes et je me dis que vous avez peut-être des questions qui vous démangent. Donc voilà. Passe un micro. Oui, c'est juste une question à propos, ça marche, à propos de Rêve de gloire. Il est bien sous l'égide de Camus. Ce livre est sous l'égide de l'étranger. Voilà, et le prologue et le dit clairement. Voilà. Pendant que le micro se passe, en plus, pendant qu'il écrivait Rêve de gloire, il ne pouvait plus tellement lire pour Julien Verlanger. Il ne lisait que Camus. Il se baladait tout le temps avec sa pléiade de Camus en permanence. Voilà. Lorsqu'on a convié Ayordal à une table ronde sur Barjavel qu'il n'aimait pas, il a ramassé sur son passage un exemplaire de Rêve de gloire. Et sa seule participation à cette table ronde a été la lecture publique du prologue et justement de cet hommage à Albert Camus et à l'étranger. Ce prologue qui se passe sur la plage et qui se termine par « Bonjour, monsieur Albert ». Et qui s'appelle Mare Nostrum. Je faisais partie de ce débat sur Barjavel et je n'avais jamais lu un Barjavel. Donc,
La nuit des temps est très bien. Ouais. J'en ai lu un et j'ai détesté, donc je... Ouais, c'était étonnant parce que je suis spécialiste de Barjavel, sans en avoir lu un, c'est quand même très fort. Et je leur ai dit ça d'emblée au moment de la... J'ai dit, mais écoutez, j'ai jamais lu de Barjavel, donc je vais m'abstenir de tout commentaire. Et voilà, j'ai passé la table ronde la plus confortable de ma courte existence. Mais Yal tenait tellement à mettre en valeur Rêve de gloire, c'était tellement important pour lui de mettre en avant le travail de Roland qu'il en a profité. Est-ce qu'on a une dernière question ? Voilà notre chef qui va... Je voulais absolument qu'on dise un petit mot pour dire nous partageons aujourd'hui l'hommage à un auteur qui nous était cher, qui nous était proche. Nous avons aussi une pensée pour Valerio Evangelisti que nous aimions beaucoup, qui nous a quittés très récemment. Et dont la dédicace à Roland Wagner était pour l'auteur du personnage le plus gentil de la science-fiction européenne, de la part de l'auteur du personnage le plus méchant. C'est toute la tendresse de Valerio Evangelisti qui était un homme exceptionnel. Je crois que nous arrivons au bout de notre temps. J'ai quelques minutes. Alors voilà, de quoi n'avons-nous pas parlé à propos de Roland ? Avez-vous envie de rajouter ? On peut raconter une anecdote. Bien sûr, mais prends un micro. Merci. Non, je veux pas ta place parce que d'abord, c'était irremplaçable. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia et j'ai la chance de travailler pour l'instant pour les éditions ActuSF et d'avoir parmi mes amis une grande partie de ces gens-là et surtout d'avoir connu Heyerdahl avant même qu'il écrive. Et je voudrais repartir sur ce qu'a dit Pierre parce que je ne sais plus si c'est en 94 ou 95, Heyerdahl et moi, on a organisé donc ce dont il parlait tout à l'heure au dernier étage du parking au mois de novembre, les 24 heures de la SF et du polar. Et Heyerdahl m'a dit, moi je m'occupe des autrices et des auteurs, puis toi tu t'occupes des libraires. À l'époque je travaillais pour Larousse, donc j'étais juste adepte de la science-fiction, mais pas éditrice comme je pourrais l'être après. Et la première personne qu'il a appelée, il a appelé Roland, en disant, on invite qui ? Ça s'est vraiment passé comme ça. Et Pierre a toujours eu la gentillesse de dire, mais en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré les potes, aussi bien de la science-fiction que du polar, parce qu'on s'est tous retrouvés en se gelant les miches. Voilà, il faisait très froid. Et ce qui était extraordinaire, c'est que 4 jours auparavant, je n'avais toujours pas l'autorisation des pompiers d'ouvrir le salon. Imaginez mon désarroi devant mes affiches pour prévenir les gens qu'il y avait un super salon. Donc on a mis les affiches 2 jours auparavant. On a eu un peu de monde. Et pour rebondir, après je vous laisse la parole, sur ce que disait Sarah, c'est qu'effectivement, ils se sont tous rencontrés, fandom ou pas, mais c'est Mandy qui, à un moment donné, il y avait quand même eu 1 ou 2 journalistes, a fait l'idiot, et a fait des roulés-boulés devant la caméra pour expliquer que globalement, la science-fiction, c'était un peu une folie, une certaine folie, mais que c'était top. Et on en a un super souvenir. D'ailleurs, on était tous logés chez Heyerdahl, je crois. C'est-à-dire qu'on était 3-4 par piole. Sauf les Lyonnais. Sauf les Lyonnais qui avaient un point. Non, mais c'était vraiment très sympa. Enfin, c'est vrai que c'est la première fois que j'arrivais dans le milieu de la SF. Et je me suis senti vraiment accueilli. Tu étais là aussi, Jean-Marc ? Oui. Mais c'est là que tu es apparu la première fois ? Oui, absolument. Il me semble que je t'ai connu avant, moi, non ? Non, je crois pas, non. Peut-être à Paris, parce que les cocktails qui avaient été donnés, les fameux cocktails dont on parlait tout à l'heure. Et je crois que c'est au même cocktail que je t'ai rencontré. Possible, tu venais juste de publier Les ça. Guerriers du Silence. C'est ça, il y avait Pierre Michaud et la sœur de Mireille. Et puis tout le monde s'étonnait qu'un auteur débutant commence par un bouquin de 1000 pages, quoi. Donc, je croyais que c'était une nouvelle, en fait. Maintenant, tous les débutants écrivent des bouquins de 3000 pages, et c'est normal. En dessous de 600 000 signes, c'est bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Et je me suis rendu compte que le milieu était vraiment généreux.
Les auteurs m'avaient accueilli avec gentillesse. Et puis, vraiment, je me suis senti dans une sorte de famille, quoi. Alors que j'arrivais vraiment de nulle part. Personne ne me connaissait, quoi. Donc, Yal, pour ça, il a été très important pour moi. Là. C'était vraiment mon grand frère de SF, même s'il est plus petit que moi et plus jeune que moi, c'était mon grand frère de SF. Mon grand frère de SF a été Roland. Roland qui m'a emmené partout, qui m'a présenté tout le monde et qui, quand je suis allée au Galaxial, où il n'allait pas, a téléphoné à Michel Pagel pour lui dire voilà, je t'envoie une Belge, elle est très sympa, tu t'en occupes s'il te plaît. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Michel Pagel. Et c'est Roland qui m'a présenté à tout le monde. Et ce qui était extraordinaire, c'est que tout le monde m'a tout de suite considérée comme la petite sœur. Mais c'est tout à fait vrai. Roland avait cette force de créer dans la SF, ce lien, cette générosité qu'a Heyerdahl avait aussi, vraiment on pouvait arriver et puis directement discuter avec tout le monde, c'était très ouvert et du coup que la communauté soit ouverte et accueillante, c'est probablement toujours vrai, mais il y a des gens qui en sont à l'origine, et Roland et Heyerdahl en faisaient énormément partie. Moi, quand je suis arrivé et que j'étais vraiment gamin aux Utopiales, vraiment j'étais bénévole, j'avais 13-14 piges, et directement discuter avec Roland, c'était fini. J'allais venir tous les ans à ce festival. C'est vrai que Roland, il avait le don de mettre les gens à l'aise tout de suite, quoi. Qui s'adresse à, je sais pas moi, au plus grand auteur de SF ou à l'illustre inconnu fan de base et tout. Il mettait les gens au même niveau, en fait. Et puis tout de suite, c'était le copain à tout le monde, quoi. Je me souviens d'un truc. C'est Jean-Christophe Ruffin avait fait un bouquin de SF qui s'appelle Globalia. Et il est venu à Nantes et Jean-Christophe Ruffin, avec qui j'avais discuté parce que j'avais rencontré au salon de la Guadeloupe et on avait discuté de nos métiers respectifs. Et bon, il y avait eu plein de choses qui étaient positives qui étaient sorties de notre conversation. Et il arrive, il me dit, je sais que je vais me faire allumer par les mecs de SF parce que je fais un bouquin de SF, mais j'ai aucune légitimité à le faire. Et Roland est au bar et on arrive, Roland l'accueille et lui dit... Alors Ruffin lui dit je suppose que tu vas me reprocher plein de trucs. Il dit non, pourquoi ton bouquin est honorable. Alors je ne sais pas s'il l'avait vraiment lu ou s'il était... Et voilà, c'est honorable de faire de la science-fiction. Il n'avait pas du tout été aussi mordant que le craignait Jean-Christophe Ruffin, donc c'était assez marrant. Et c'est pour ça que Roland et Yal nous manquent toujours autant. L'un pour sa chaleur et son accueil et son côté rigolo de trublion, et l'autre pour ses grands coups de gueule et, ça manque, ouais. et son indépendance parfaite. Yal avait ce don de remuer un peu le remuer-dedans d'Arnaud. Et Roland... Ouais, mais c'est pas son attitude, quoi. C'est quelqu'un d'assez anticonformiste, finalement, et assez... contre-culturel, et donc on était dans un milieu contre-culturel, ça nous le rappelait tout le temps, finalement. Je trouve que c'est une magnifique conclusion pour cette très belle table ronde où Roland était avec nous, mais Yal aussi, et beaucoup de proches qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on a évoqué. On a évoqué Sylvie Denis, on aurait aimé qu'elle soit avec nous, Sylvie, aujourd'hui. En tout cas... je ne sais pas vous, moi j'ai passé un merveilleux moment à vous écouter et nous vous remercions de tout cœur pour ces instants précieux partagés.